Bonjour et bienvenue dans Portrait d'impact. Portrait d'impact, c'est la série au sein d'Elsagis qui permet à des entrepreneurs, des chefs d'entreprise ou des experts de venir nous présenter leur parcours, leur façon de voir l'action et l'impact. Et aujourd'hui, je suis très contente de recevoir Jérôme Malachoviez. Bonjour Jérôme, Bonjour Émilie, bienvenue dans Portrait d'impact. merci. Alors, Jérôme, ton parcours a été marqué par des rencontres, a été marqué par des transformations aussi, par des décisions. Tu es aussi de ceux pour qui l'humain n'est pas seulement un mot ou une façon de marketer une pensée, mais une vraie façon de ta ligne de conduite. C'est une vraie ligne de conduite pour toi. Mm. Et justement, ce rapport à l'autre, cette communication, je voulais qu'on revienne dessus en première question, parce que ça n'a pas toujours été évident pour toi. Et je voulais justement que tu nous rappelles comment c'était quand tu étais jeune, cette notion de communication. Ouais, alors effectivement, quand j'étais jeune, donc enfant, Mhm. adolescence, jusqu'à mes 18 ans, vraiment, j'ai toujours eu du mal, j'ai toujours eu peur de m'exprimer. C'était pas un exercice facile pour moi. Et jusqu'à 18 ans, où en fait j'ai eu l'opportunité au travers de ma carrière, on va dire scolaire, de mon parcours scolaire, et des rencontres, m'ont permis à un moment donné de prendre conscience et d'avoir vraiment envie de travailler sur moi et de changer ça. Euh, pour aller un peu plus loin, en fait, moi je suis issu d'une formation BTS industrielle que j'ai Mhm. complétée par une école de commerce, orientée sur la création d'entreprises d'ailleurs. Et en fait, moi j'ai eu la chance, lors de ma partie école de commerce, d'intégrer une alternance dans la vente directe B2C, donc de la vente aux particuliers, où bah, là-bas j'ai appris la vente, bien Mhm. évidemment, mais surtout, du coup, la communication et la communication comportementale. Euh, c'est une expérience où j'ai appris effectivement à mieux écouter l'autre, à mieux comprendre les attentes, les contraintes, les objectifs des uns et des autres, et à essayer d'y répondre, de trouver un positionnement juste dans l'échange, dans la relation, qui permet de créer cette confiance et qui permet de répondre en fait à un besoin, à Mhm. une préoccupation. Bon, c'était une expérience où j'ai plutôt réussi, puisqu'à l'âge de 22-23 ans, dans ma dernière année d'études, on m'a confié l'ouverture d'une agence sur tout un département, et j'en ai pris la direction. J'ai piloté et managé une dizaine de commerciaux très différents et de Mhm. tout âge, hein. J'avais des gens qui avaient le même âge que moi, entre 20 et 25 ans, et d'autres qui en avaient 50, 60, presque à la retraite. C'était un vrai challenge, une vraie opportunité. Et puis, après, ma vie par la suite a fait que j'ai tout quitté. Ma vie personnelle m'a amené à venir sur Paris. Et là, j'ai changé de sphère, j'ai changé de métier, et j'ai intégré la vente B2B cette fois. Euh, et j'ai changé aussi dans le sens où, alors B2B, la vente aux entreprises, et j'ai changé dans le sens aussi où je vendais plus du produit, mais je vendais de la construction de carrière, dans le sens où j'ai intégré un cabinet de recrutement, et mon métier, c'était vraiment de trouver la ressource adaptée à un projet client, mais aussi de construire la carrière d'une personne, d'un individu qui, lui, va s'intégrer dans un projet professionnel. Et donc, bah, dans cette expérience, j'ai continué à travailler sur la communication. Cette fois-ci, c'était différent, il y avait plus de suivi, il y avait une forme de préparation à la séduction, parce que bah, le collaborateur, quand il fait ses entretiens RH ou Mhm. pour l'employeur, il doit convaincre, il doit séduire, il doit plaire, il doit répondre à des attentes. Donc il y a une forme de coaching aussi qui s'est mis en place. Par contre, il y a quelque chose qui me dérangeait dans cette expérience, c'était qu'il n'y avait pas vraiment de suivi, de lien fort dans la durée. Parce qu'en fait, la personne, une fois qu'on l'a placée euh, chez le client final, bah, il n'y a plus vraiment de lien, il n'y a plus vraiment de Mhm. relation, ni avec le client, ni avec la personne. Et, et donc, j'avais une contrariété par rapport à tout ça. Et j'ai essayé de trouver une solution à mon attente, et j'ai découvert le monde de la prestation intellectuelle informatique, la P2I, et j'ai eu la chance de rejoindre une ESN qui s'appelle une ESN, une entreprise du secteur numérique, Mhm. qui s'appelle Trepia, qui est une ESN à taille humaine, où j'y ai passé des moments formidables là-bas, des souvenirs qui resteront gravés. Euh, et là,
Voilà, là, on rentre dans un schéma où, comme dans la boîte de recrutement, on va accompagner des clients sur des projets, on va placer des collaborateurs dans d'une trajectoire professionnelle, des carrières, ils vont construire au travers de missions leur CV. Et là, cette fois-ci, il y avait ce suivi, cet accompagnement du quotidien, à la fois côté client, parce que les missions, elles durent plusieurs mois, plusieurs années, et puis côté collaborateur, parce qu'on les accompagne vraiment au quotidien avec eux. Euh, c'est une expérience également que j'ai plutôt bien réussi, puisque j'ai fortement évolué chez Trepia sur des notions managériales, puis des fonctions de direction, puisque j'ai été amené à diriger l'agence. Et puis après, par la suite, on a subi, alors c'est pas subi, mais on a vécu deux rachats successifs, subis dans le sens où ces rachats, ils ont profondément modifié notre façon de travailler, notre vision, notre confort de travail aussi. Et puis j'ai pris la décision à ce moment-là de mettre fin à la collaboration. Et c'est là qu'est né mon projet entrepreneurial de créer mon entreprise. Et j'en reviens à mon école de commerce, puisque j'ai créé Horizon, que je dirige aujourd'hui. Dans tout ce parcours que tu viens de nous retracer, effectivement, on le sent, qu'il y a cette notion de lien humain, de communication, ce que tu viens de vraiment nous présenter. Est-ce que quand tu avais peur, justement, le petit Jérôme qui avait peur de communiquer, tu aurais pu te projeter à ce que tu es en train de faire maintenant, ou est-ce que tu l'as construit tout doucement par les expériences que tu nous as montrées, et tu t'es réapproprié la manière de communiquer aussi? Alors, effectivement, étant jeune, jamais j'aurais pu penser subir cette transformation. Parce que cette transformation, elle est radicale. Et c'est ça, Le faut qu'on se rende Jérôme compte de l'adolescence, même ce qui a été flagrant, c'est que entre mes 17 ans et mes 19 ans, le Jérôme, il n'a plus rien à voir. Il y a une vraie transformation. Et ça, c'est lié, pour aller un petit peu plus loin dans ce que je te racontais, quand j'ai fait mon alternance dans mon école de commerce, j'ai eu une chance incroyable. J'ai rencontré une femme extraordinaire qui était experte dans la communication comportementale. Et son métier à elle, c'était d'accompagner les dirigeants de très grandes entreprises à mieux communiquer, à mieux manager, à mieux gérer leurs équipes. Et en fait, elle s'est prise d'affection pour moi, et elle m'a pris sous son aile, et elle m'a appris énormément de choses. Mais surtout, elle a commencé à... Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on apprend à mieux communiquer, qu'on apprend à mieux se comporter dans la relation et le rapport à l'autre, avant tout, il y a un travail sur soi à faire. Il y a déjà il y a une connaissance de soi qui est inévitable pour commencer à mieux comprendre les autres. Et c'est un travail profond qui est mené, et un peu douloureux aussi, faut être honnête, mais ça m'a permis de me comprendre, de m'affirmer, de voir quelles étaient mes forces, mais aussi mes faiblesses. Et ce travail-là, il a profondément changé ma relation avec moi-même, et par la suite, ma relation à l'autre. Et je pense que dans ma carrière, ça a vraiment été un pilier fondateur dans ma construction personnelle et dans la personne que je suis devenue aujourd'hui. Ouais. Parce qu'elle a réussi à comprendre qui tu étais avant. Qu'est-ce qui a justement été si fondateur? Il y a aussi effectivement ce qu'elle t'a appris avec la communication comportementale. Et d'ailleurs, tu peux nous réexpliquer ce que c'est. Ouais. Et j'imagine qu'elle a aussi compris quelque chose d'autre que tu n'avais pas réussi à capter, ou c'est... En fait, effectivement, elle lit à travers son métier. Elle est habituée, elle lit. Elle fait. On parle de communication comportementale, ça soulève plusieurs sujets. Et moi, je suis pas un expert de ce domaine-là, mais on travaille sur la caractérologie, on travaille vraiment sur les doutes, les peurs des gens, les barrières qu'on s'applique à soi-même, la peur de l'inconnu, la peur de la transformation aussi. Et en fait, elle est capable de lire et de voir ce qui va pas. Et après, son travail, c'est vraiment de te confronter à ça. Il faut que tu prennes conscience de tes propres barrières pour qu'à un moment donné, tu puisses les franchir. Et après, est-ce que tu as envie ou pas de les franchir? C'est pour ça que je te disais que moi, j'ai eu cette force, cette volonté de changement. Je voulais plus être la personne que j'étais. Trop timide, trop isolée. Je voulais vraiment changer. Et donc, on a mené ce chantier. Et la communication comportementale, c'est
c'est quelque chose qui a pour objectif de communiquer avec l'autre, mais avec un positionnement sain, euh, naturel, d'influence, mais d'influence positive, pas de manipulation. C'est pas du tout le sujet. Le but, c'est vraiment de réussir à créer un lien naturel et sincère, aussi pour que la relation, elle soit porteuse de sens. Bien sûr. Est-ce que tu as réussi à comprendre justement ce qui te bloquait avant? On a parlé là un peu du déblocage et de comment après tu as réussi à prendre ton élan, ta personnalité, ton épanouissement. Mais est-ce que tu as réussi aussi à comprendre qui était ce Jérôme qui ne communiquait pas et qu'est-ce qui le bloquait? Est-ce que parce que tu n'avais pas de perspective, tu ne savais pas faire? Est-ce que tu étais dans un schéma d'entourage familial, etc. Qu'est-ce qui bloquait en fait? Est-ce que tu as réussi à le comprendre ça? Ce qui a bloqué, pour aller encore un peu plus loin dans l'intimité, on va dire, c'est que moi, quand j'étais enfant, j'avais un zozotement très prononcé, en fait. Et donc, c'était toujours très difficile pour moi de prendre la parole, parce que, comme tous les enfants, on est sujet à moquerie permanente. Et donc, à un moment donné, on ne parle plus. On ne parle plus à l'école, en cours. Je n'étais pas celui qui levait la main pour répondre à la question. Surtout pas, d'ailleurs. Et je détestais quand le professeur me dit tiens, Jérôme, réponds à la question. Je ne voulais pas prendre la parole. Et donc, je m'étais isolé par rapport à tout ça. Après, moi, j'ai toujours... je me suis beaucoup renfermé dans le sport. Et du coup, dans le sport, j'étais bon. Et c'est comme ça que j'ai créé du lien. Parce que quand t'es bon, on veut jouer avec toi. Mais sinon, en dehors de ça, j'étais vraiment renfermé sur moi-même. Oui. Et je voulais plus de ça. Et quand j'ai découvert la communication, vraiment, avec cette femme dont je te parlais, je trouvais qu'il y avait un côté magique. Je me suis dit, c'est incroyable ce qu'elle est capable de faire. Et puis je l'ai vu avec moi, mais en fait, moi, quand je l'ai rencontrée, elle était là pour former des gens à des métiers de management, à des métiers d'accompagnement. Et j'ai vu la transformation de toutes ces personnes-là qu'elle accompagnait en salle. Tu voyais les gens pleurer face à à ce qu'ils étaient, face à leurs contradictions, face à leurs peurs. Et je me suis dit, mais c'est incroyable ce qu'elle fait, c'est magique. Et elle soigne les gens. Et moi, elle m'a soigné quelque part. Et c'est ça qui m'a attiré, cette volonté d'aller dans cette direction-là. Et c'est marrant que tu reviennes aussi sur elle, parce qu'on ressent vraiment que dans ta vie aussi de cette notion d'élan, de symbole, peut-être aussi de mentor. En tout cas, une personne ou un lieu, tu parlais de ton ancienne société, tu parlais de cette femme, qui ont été des moments marquants où toi, tu prends ces moments et voilà, tu avances avec et tu les vois aussi un peu comme des symboles peut-être. Ouais, carrément. Carrément. Et la notion de mentor? La notion de mentor, parce qu'effectivement, j'ai beaucoup appris auprès d'elle. Elle m'a inspiré. Puis il y a un côté où les gens qui t'inspirent, tu as envie de leur ressembler. Ouais. Alors, je suis à 10 milieux de lui ressembler. Elle était magique. Enfin, elle est magique, cette femme. Mais en tout cas, c'est inspirant. Et ça a une influence positive sur toi, sur ta façon de déployer tes ailes, entre guillemets, de te transformer. Ouais. Tu nous expliquais que tu avais une équipe à gérer très jeune, à 20 ans, dans la vingtaine. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette première expérience de management où tu passes, voilà, on vient de parler de cette communication, mais tu passes de quelqu'un qui ne communiquait pas à quelqu'un qui doit communiquer et manager. Ouais. Et manager, c'est encore autre chose. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer cette première expérience? Cette première expérience, elle a été hyper enrichissante et franchement pas facile. Eh oui. Franchement pas facile parce que pourquoi à un moment donné on me confie une agence? Parce que je suis vraiment très bon dans ce que je fais. J'ai des résultats qui sont relativement excellents. Je suis même élu, parce que c'était un groupe européen, je suis élu jeune commercial prometteur au sein de tout le groupe. Et on me dit, il faut que tu apprennes aux autres ce que tu fais. C'est compliqué, c'est pas simple. Bien sûr. Parce que les autres, ils ont leur personnalité, ils ont leurs propres peurs, ils ont leurs propres barrières. Et donc l'idée, c'est alors moi, je suis pas psychologue et j'ai pas cette compétence-là, mais l'idée, pour moi, c'était de leur montrer comment je faisais, pour qu'ils puissent s'en imprégner et essayer de les influencer, avoir un rôle un peu de leader dans ce sens-là. Mais effectivement, quand j'ai pris la direction de l'agence et que tu pilotes des gens qui ont 40, 50 ans, ils doivent arriver, toi, du haut de tes 22 ans, au début, t'es pas crédible. On m'a clairement provoqué en réunion en me disant « Mais toi, tu vas pas m'apprendre à vendre. J'ai 50 ans, j'ai fait ça toute ma vie, j'ai pas besoin de toi. » Et au final, comment tu gères ça?
tu vas dans leur sens. Bien sûr. Ok, très bien. On va aller ensemble au rendez-vous. Tu vas me montrer et je vais apprendre de toi finalement. Ah, t'as joué le jeu, en J'ai fait. joué le jeu, bien sûr. Mmh. Montre-moi comment tu fais. Tu t'es pas braqué en disant, Pas du voilà, tout. t'étais dans le jeu. Tu peux pas. Mais non, tu peux pas. Tu peux pas te braquer. Au Ouais. contraire, il faut les motiver. Donc, Mmh. c'était la carotte. Mmh. Ok, super. T'es super fort. Bah, J'ai montre. envie que tu m'apprennes. Montre-moi. Et puis, au final, je lui ai montré. Et quand tu arrives à faire ça, tu gagnes une crédibilité monstre. Mmh. Et en fait, la confiance, elle s'installe. Le respect s'installe. Et là, tu peux commencer à travailler avec les gens. Mmh. Donc, c'est une expérience hyper enrichissante. Mais c'est sûr que quand tu arrives en réunion et que tu te fais un petit peu insulter, entre Ouais. guillemets, provoquer, faut être capable de gérer ça. Ouais. Mais ça va, j'ai été armé, j'ai réussi, je me suis pas désarmé face à tout ça. Et j'ai même pris ça un peu. Parce que le commerce, c'est aussi un terrain de jeu, tu vois. Moi, j'ai ce côté, et je le dis tout le temps d'ailleurs à mes collaborateurs quand je les prépare à un rendez-vous, à une Mmh. présentation cliente, je leur ai dit, la personne que tu es n'est pas la personne que tu es en entretien. La personne que tu es en entretien, tu dois jouer une sorte de rôle, tu dois mettre une casquette un peu de commercial. Tu es là pour te vendre, tu es là pour te mettre sous ton meilleur jour, un peu comme un rendez-vous de séduction où on est là un petit peu pour séduire, pour plaire. Mmh. On n'est pas là pour mentir, on n'est pas là pour trahir. Mais on est là quand même pour jouer un rôle où on va se mettre en valeur, on va se mettre en avant et on va essayer de montrer nos points forts, nos intérêts, notre richesse interne. Et Ouais. donc ça, il faut être capable de jouer ce jeu. Et c'est vrai que le commerce, pour moi, c'est un grand terrain de jeu. Et ça m'a toujours amusé, en fait. Et c'est ça. Et toi, t'as souvent eu, t'as très rapidement eu cette prise de conscience Ouais. de jeu. Ouais. Et Comme ça dans m'a- le sport, tu crois qu'il y a des similitudes ou Ah ouais, carrément. Carrément. Puis il y a cet esprit compétition. que t'as? Ah, que j'ai. Que j'ai. Moi, le plus grand moteur Ouais. que j'ai après le plaisir du travail, parce que j'aime vraiment ça, c'est la réussite. C'est la performance. Et dans mon métier, je connais et j'ai connu beaucoup de commerciaux où leur moteur, c'est l'argent. Effectivement, les commerciaux qui réussissent, en général, ils gagnent bien leur vie. Mais quand le moteur, c'est l'argent, ça ne peut pas fonctionner. Moi, mon moteur, ça a toujours été la réussite. Et l'argent a toujours été une conséquence, au final, de la réussite Mmh. de ce que tu fais. Mmh. Et ça, c'est l'esprit compétition que j'ai dans le sport. Et comme j'ai toujours dit, même dans le sport, j'ai ma carrière sportive à mon niveau. Je ne serai jamais un grand champion. Mais tu la vois comme ça. Mais je la vois comme ça. Et j'ai un programme un peu de vie personnelle qui a pour but de servir mon projet sportif, Mmh. ma compétition. Et je fais des compétitions encore aujourd'hui. Tu es dans quel sport? Tu fais quel sport? Alors aujourd'hui, je fais du tennis. Tennis. Voilà, du tennis. Et je m'éclate. Ouais, ouais. Et c'est dur. Et tu lis toujours, voilà, tu arrives à lier dans ton emploi du temps un temps pour ton entreprise, un temps pour ton sport, un temps pour ton bien-être. Ouais. Est-ce que tu arrives à créer vraiment des moments aussi c'est important pour Alors, toi? ce que tu as vraiment utilisé les bons mots. En fait, ton emploi du temps, tu dois créer des moments. Parce que si tu ne crées pas ces moments, Mhm. en fait, tu n'as pas le temps. Mhm. Clairement, tu n'as pas le temps. Et donc, il faut... après, c'est personnel. Hein. Moi, j'ai le sport, si je ne l'ai pas dans ma vie, c'est pas possible, ça marche pas, quoi. J'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin, c'est vital. C'est dans mon quotidien, il y a ma vie personnelle, il y a ma femme, il y a ma fille, Mhm. il y a mon sport, il y a mon entreprise. Tu vois, c'est dans cet ordre-là. Je peux pas vivre sans sport. Ouais, ouais. Je peux pas vivre sans cet esprit également de compétition. Donc oui, dans mon emploi du temps, il y a une place importante pour le sport. Pour ça. Que ce soit le tennis, la salle de sport, Mhm. la marche à pied, la balade, le fait d'aller Ouais, m'aérer. Je un pense moment que je pour toi consacre aussi, ouais. bien 10 heures de sport par semaine. Mhm. Quand des fois, c'est pas plus, quoi. Est-ce que c'est un moment aussi pour te retrouver toi? Bien sûr. Oui, Quand c'est tu un es très moment, sollicité, quand tu es aussi c'est dans un moment où tu as besoin de décompresser, tu as Mhm. besoin de te retrouver, tu as besoin de parler avec toi-même, tu as besoin de réfléchir. Il y a beaucoup de sujets d'un point de vue professionnel où en fait, c'est pas un sujet où je vais me poser dessus pendant 2 heures et je vais trouver une solution. Des fois, le sujet il va traîner pendant des semaines, Mhm. mais vraiment, même des mois pour certains sujets. Et en fait, j'y repense comme ça et ça mûrit petit à petit. Puis un jour, je trouve que c'est mûr à point et là, je peux le sortir. Mhm. Et en fait, tu y penses à des moments, des fois même pas voulus, quoi. Mhm. T'es là, tu pars à l'entraînement sur la route, tu repenses à ça et t'es en train d'avancer dans ta réflexion et de le construire. Alors, après, je prends beaucoup, beaucoup de notes Ah aussi oui? pour me Ça, structurer. ouais, Je ouais. prends énormément de notes. Des idées qui te viennent, Des etc. idées qui me viennent, Mhm. je les note, je les structure. Mhm.
Les posts que j'écris pour LinkedIn, pour l'entreprise, sont des posts, des fois, pendant 6 mois, et dans un bloc-notes. Ah ouais, Puis il me plaît pas, l'idée, quelque chose qui va elle est pas. pas, Mhm. l'idée est là, mais la façon dont c'est écrit, le concept, ça me plaît pas. Et puis, bah, tant pis, j'y reviens plus tard. Ouais, c'est marrant. Ouais. Ouais, ouais. C'est la patience aussi, du coup. La T'es très patient. patience, ouais. Ouais. Ouais, c'est indispensable. Je reviens sur la période donc, où tu as créé ton entreprise, Ouais. Horizon. Mm. On va revenir dessus. Tu parlais que donc, c'était à la fois, j'ai l'impression, lié à plusieurs éléments. À la fois, tu quittais une entreprise voilà, qui ne te convenait plus pour X raisons, et que tu arrivais à un moment peut-être aussi de ta carrière où tu avais envie justement de voler tes propres ailes, en tout cas de construire ta propre structure. Est-ce que tu peux nous raconter comment justement tu es arrivé à créer ton entreprise? Alors, en fait, comme je l'ai dit, on a eu les rachats successifs qui ont modifié notre façon de travailler, notre vision, notre quotidien. Puis il y a eu un autre événement majeur qui est arrivé dans ma vie, c'est la naissance de ma fille. Mhm. Et puis je pense que comme tous les parents, hein, l'arrivée d'un enfant, bah, ça modifie nos perspectives, ça modifie nos priorités, ça modifie notre rapport au temps aussi. Et puis j'ai eu besoin à ce moment-là de créer un environnement qui me ressemble, dans lequel j'arrive à construire quelque chose qui me plaise, qui me donne du sens. Euh, et c'est vrai que la naissance de ma fille, je pense que ça a été aussi le déclic qui, à un moment donné, m'a permis de me lancer dans Ouais. la création de l'entreprise, Mhm. en plus des rachats qui se sont cumulés. Donc il y a eu un changement de vie complet. Cette prise de risque aussi. Après, le risque, moi, j'aime ça. Enfin, j'ai pas peur de prendre des risques. Et donc, on y est allé, ouais. C'est un risque réfléchi, Oui, oui. te connaissant. J'aime prendre des risques, mais réfléchis, mesurés. Et c'est un projet on parle de temps, Ouais, qui s'est construit pendant plus d'1 an. d'accord. Et Voilà. donc, du coup, qui a été créé en quelle année? Alors, on a créé Horizon en 2021. Oui. Je dis on parce que je l'ai conçu, je l'ai créé, j'en suis le fondateur, mais je ne l'ai pas fait tout seul. Mhm. Je l'ai fait avec 2 associés, des personnes avec qui je travaille depuis des années, où la confiance est installée, où la relation est excellente. Euh, et on a décidé de partager aussi cette aventure parce que c'est un partage. Mhm. C'est pas qu'un projet de carrière professionnelle, c'est aussi un moment de vie. Euh, et l'aventure, elle dure depuis 5 ans et on s'éclate, ouais. C'était une évidence, ouais, de le faire à plusieurs. Ouais, c'était une Tu t'es évidence de le pas. faire à plusieurs Mhm. et c'était une évidence de le faire avec les 2 associés. Et d'ailleurs, j'ai été hyper content parce que quand je leur ai proposé de Oui, suivre ils ont. l'aventure, de Ouais. me rejoindre, parce que c'est tout quitter, hein, Oui, oui, il c'est y en pas. a un, il a des enfants, Mhm. il a un crédit, Ouais, ouais. l'autre, c'est plus facile pour lui, mais malgré tout, ça reste un changement de vie. Mais quand tu repars à zéro, dans l'inconnu, il faut être capable de y aller. Mais ils m'ont suivi, ils m'ont fait confiance, le projet leur a parlé, le, le, le sens qu'on a voulu donner à tout ça, ça faisait écho chez eux. Et dès que je leur ai parlé, ils m'ont dit, mais on y va tout de suite, quoi. Go. Et Donc, ça, c'est génial. est-ce que tu peux nous présenter Horizon? Ah oui. Donc, on est une ESN, comme je disais tout à l'heure. Donc, une ESN, c'est une entreprise du service numérique. Nous, on délivre des produits numériques destinés au grand public, donc des produits à très fort trafic. On accompagne des clients dans des contextes où il y a des enjeux de sécurité, de maintenabilité, d'évolutivité, de performance. On développe des sites web, des applications mobiles, des plateformes aussi, des plateformes SaaS, ce genre de choses. Et on apporte à nos clients de l'expertise assez concrète sur la partie développement, sur la partie chefferie de projet, la partie qualité aussi, la gestion de la donnée, et puis dernièrement les sujets un peu tendance autour de l'IA. Mhm. Nous, notre métier, c'est vraiment d'apporter de la compétence humaine, de l'expérience, et puis des profils de qualité, des profils fiables. Là où pour les projets, il y a tout un besoin de maintenabilité, de fiabilité, parce qu'en fait, la continuité des projets, ça compte pour ces projets d'envergure. Il faut que les gens soient stables et puissent s'installer durablement dans les projets. Est-ce que tu avais envie aussi de proposer une nouvelle manière d'envisager l'ESN, ou en tout cas, est-ce que tu t'es nourri aussi de tes expériences
du côté de ça, je pourrais apporter quelque chose d'autre, ça, c'est à améliorer, ça me convient pas du tout, ou ça, au contraire, c'est très bien, mais peut-être que je peux mettre encore plus en avant. Est-ce que tu avais vraiment aussi une volonté d'apporter quelque chose de supplémentaire? Oui, bah, effectivement, moi, je suis revenu un petit peu, tout à l'heure, je disais chez Trepia, qui a été ma première ESN, où j'ai passé des années extraordinaires. On y a passé des années extraordinaires parce qu'on avait un cadre familial et on avait un rapport à l'humain qui était relativement présent. Ce qui était moins le cas dans les rachats qu'on a connus. Que On tu as était connu. dans des machines beaucoup plus grosses. Et il n'y a pas de critique sur le rapport à l'humain, c'est juste que les fonctionnements sont différents. Mais nous, on a voulu vraiment revenir à quelque chose de plus humain. Et quand on a créé Horizon, on a vraiment voulu remettre l'humain au cœur de nos sujets. Et en fait, nous, on n'est pas là uniquement pour vendre de la compétence à un client. On est là aussi pour construire des carrières. On est là pour suivre les trajectoires de nos collaborateurs et les aider à se construire eux-mêmes dans leur carrière, dans leur projet. Et puis, en plus de remettre l'humain au cœur de notre sujet, on a aussi voulu créer un modèle plus transparent avec une vraie rétribution de la valeur. Et donc, on a créé un modèle qui se veut clair, maîtrisé, transparent pour les collaborateurs, où chacun comprend le modèle et où chacun, du coup, a sa place et où la confiance s'installe naturellement. Il y a de la transparence, quoi. Il y a beaucoup de transparence. Ouais. Ça, c'était une vraie volonté, parce que tu voyais que Oui, parfois parce c'était un qu'en peu fait, flou. c'est flou, il y a beaucoup de collaborateurs, ils ne comprennent pas, ils ont l'impression que, des fois c'est le cas, hein, mais ils ont l'impression que les entreprises, elles se gavent sur leur dos, alors que ce qui est compliqué, c'est que... De comprendre le système, peut-être. Voilà, et puis lui, les productions, le consultant. C'est parce qu'il va travailler, et c'est son travail, c'est son expertise du quotidien qui crée la richesse de l'entreprise. Et donc, bah, lui, s'il se dit, bah, j'apporte telle richesse, mais j'en perçois pas vraiment les fruits, il y a une contrariété, il y a une perte de sens pour lui, une perte de confiance et de relation qui s'installe. Et donc, nous, on a voulu mettre en place cette transparence pour qu'ils comprennent comment on fonctionne. Et que s'il y a une incompréhension, on puisse débattre, on puisse expliquer. Comme ça, il comprend. Et une fois qu'il comprend, bah, il peut adhérer plus facilement, plus naturellement. Et derrière, bah, ça fonctionne. Et est-ce que tu as eu aussi une démarche du côté client? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a pas aussi des choses à expliquer aux clients sur, je sais pas, un profil qui peut pas arriver aussi vite que ça, sur une démarche justement que vous avez, et quelque chose que tu as transformé aussi du côté client? Côté client, oui, on a eu un accompagnement plus fort. Après, c'est toujours un peu compliqué parce que côté client, on a 2 clients. En fait, on a, moi, j'apporte des compétences techniques à un service opérationnel. Donc, c'est mon premier client, le manager, qui peut être un engineering manager, un CTO, un DSI d'un projet. Premier client. Deuxième client, le service achat. L'entité, entre guillemets, financière et juridique de l'entreprise. Et les deux, ils n'ont pas les mêmes attentes. Il y en a un qui, lui, veut des tarifs très bas, des remises de fin d'année, il veut porter le risque sur l'ESN, et ce qui est normal. Et puis, tu as l'opérationnel qui, lui, veut juste de la compétence. Lui, il a un projet à faire tourner, il a des atteintes à des objectifs à atteindre, il a des contraintes. Et lui, ce qu'il veut, c'est une personne qui va venir sur son projet, qui est fiable, qui est compétent, et qui va vraiment s'engager, efficace. Il n'y a pas les mêmes attentes. Et entre guillemets, tu as ce côté où tu dois vendre le meilleur collaborateur possible au tarif le moins cher possible. Tu vois. Et donc, bah, tout ce que tu veux mettre en place va toucher un, mais pas toucher l'autre, côté client. Donc, c'est assez compliqué. Maintenant, il y a quelque chose qu'on a quand même mis en place qui, pour moi, va revenir à ce que je t'expliquais tout à l'heure, le fait d'accompagner les carrières. Dans les ESN, on a tendance à protéger notre business model, dans le sens où, bah, si moi, toi client, je te propose une solution d'accompagnement avec une de mes ressources, tu n'as pas le droit de me la débaucher pour te l'intégrer en CDI chez toi, dans tes propres ressources, parce que si tu l'intègres, bah, je perds le marché. Et donc les ESN se protègent de ça, contre les clients. Mais nous, on n'a pas voulu faire ça. On a pris vraiment ça à contre-pied, et on s'est dit, en fait, on doit accompagner nos clients, aussi dans leurs projets internes. Ils ont un besoin de prestation aujourd'hui, ils veulent externaliser l'expertise, mais demain, ils ont un projet de l'internaliser. Et c'est quand même plus facile d'internaliser quelqu'un que tu connais, qui est opérationnel, avec qui tu t'entends bien sur tes projets. Et
Et pour le collaborateur, qui peut-être va avoir une super opportunité de rejoindre le client final parce que ça peut lui ouvrir des portes d'évolution. Je peux prendre un poste de lead développeur, un poste de chef de projet, Oui, il a des peu importe, des perspectives perspectives nouvelles. d'évolution d'avenir, une meilleure peut-être rémunération aussi. On a voulu ouvrir la porte à ça. Donc on a levé toutes les clauses, tous les côté collaborateur, côté client. On leur a dit, nous on vous apporte une solution. Une sorte de liberté quand même. Si à un moment donné vous voulez ensemble contractualiser, prolonger l'expérience sans nous, c'est open bar. Et ça, c'est un argument très fort côté client. C'est un argument très fort côté consultant. Puis, au final, dans les faits, ça arrive très peu. Très peu parce qu'il y a quand même ce côté où le client ne va pas toujours internaliser. Oui. Puis, il y a ce côté où, des fois, le collaborateur, il adore sa mission, mais pas au point non plus de se faire internaliser. Il a tendance à préférer aussi rester avec nous. Ça fait plaisir, mais ça ne marche pas toujours. Mais en tout cas, nous, on ouvre la porte et il y a un accompagnement client beaucoup plus fort. Ce qui est marrant, c'est qu'une nouvelle fois, comme tu nous l'expliquais tout à l'heure, tu as pris le problème, entre guillemets, ce qui pouvait être présenté comme un problème un peu à l'envers. Ouais. Comme ce commercial qui te disait que tu savais pas faire les choses, tu te dis d'accord, montre-moi. Et comme là, avec peut-être que depuis toujours dans les ESN, on bloque les contrats, on ne veut pas. Toi, tu as dit je vais essayer de voir, faisons différemment. Et c'est marrant parce que mais l'idée c'est d'accompagner, et d'accompagner vraiment. Voilà, mon client. Puis on crée du lien très fort. Moi, mon client, quand il me dit tiens, on a voulu internaliser un consultant via notre ESN, et alors ils nous ont appliqué des clauses, ils nous forcent à payer ci ou ça, ils nous forcent à prendre une ressource complémentaire. En fait, ça abîme la relation. Le client, lui, il n'est pas satisfait. Même si à la fin, il arrive à embaucher le collaborateur, il a dû payer, il a dû négocier en interne, il a dû se confronter à des problèmes juridiques, financiers, relationnels. Donc en fait, ça le gave. Oui, bien sûr. Nous, il embauche, il est super content. Et du coup, il est hyper fidèle. Et il favorise sa relation avec toi. Donc, quelque part, tu gagnes. Bien sûr. Tu gagnes dans la durée. Et moi, je fais ce métier depuis maintenant plus de 15 ans. Et tu n'es pas là pendant 15 ans au hasard. Par hasard. Ouais. En fait, tu construis les choses et tu les construis pour que ce soit viable dans la durée. Ouais. Mais on sent aussi une certaine confiance, une sérénité, une confiance en toi. En ce que tu proposes, en disant peut-être que tu te dis au pire j'arriverai à rebondir, à retrouver autre chose ou à moduler. C'est peut-être ça la clé aussi du management de l'humain. Ouais, c'est sûr que j'ai pas peur de l'inconnu non plus. Alors, bien sûr, hein, ça lève des doutes, ça lève des interrogations. Il faut s'y préparer quand ça doit arriver. Mais ouais, j'ai pas peur de rebondir. Ouais. Quand j'ai lancé Horizon, je me suis dit ça marche pas, c'est pas grave. On verra. Voilà. Et alors Horizon, là, ça, une entreprise qui a 5 ans maintenant. Qu'est-ce que tu fais comme bilan? Alors, parce que l'interview propose un bilan, mais voilà, qu'est-ce que tu... Voilà, de l'évolution, des difficultés, des encouragements, et où est-ce que tu veux emmener aussi Horizon? Horizon, c'est l'entreprise qui a beaucoup grossi en 2 ans. Ouais. Vraiment, les 2 premières années, ça a été incroyable. On a eu la confiance de nombreux clients. Et ça, c'est une satisfaction énorme. On est passé de 0 à 40 en 2 ans. Énorme, ouais. Donc vraiment, vraiment énorme. On a aussi des collaborateurs, d'anciens collaborateurs de nos expériences passées, qui, quand on a vu ils ont vu ce qu'on a construit, ils nous ont appelés. On a eu beaucoup d'entrants. Ouais, Jérôme, Maxime, Manu, je veux bosser avec vous. Ça, c'est génial. Et donc, on recrée du lien, on continue les relations. Il y a des gens avec qui je travaille depuis plus de 10 ans, au final, quasiment. Ouais, c'est fou. Il y en a plusieurs. Vraiment. Et Horizon, après, on a quand même rencontré cette crise de l'IT qui a persécuté un petit peu le marché. Et on n'a pas réussi, depuis les 3 dernières années, à continuer à faire de la croissance. Alors, par contre, ce qu'on a quand même réussi à faire, c'est à se maintenir. On traverse la crise aujourd'hui, mais on a beaucoup de mal à aller plus loin à l'instant T. Après, c'est pas grave. Dès l'instant que l'entreprise, elle continue quand même à s'autosuffire, à vivre, et à garder des relations. Et même si on n'a pas créé vraiment de croissance en termes d'effectifs, on a apporté de la valeur à l'entreprise parce qu'on a gagné de nouveaux référencements, on a gagné la confiance de clients, on a mis en place des sujets plus structurants pour l'entreprise, notamment lors d'un dernier appel d'offres important pour un client média, on a dû se structurer plus sur la partie cybersécurité, sur la partie informatique interne. Donc ça a été une transformation, mais hyper structurante pour l'entreprise, en fait, qui fait sens, qui fait écho aussi pour d'autres clients. On a
pas mal de choses autour de la RSE aussi, Mhm. qui est un sujet important pour nous. Et donc, on s'est quand même structuré. Après, l'objectif d'Horizon, c'est de créer une entreprise qui reste à taille humaine. On, on a la volonté, j'en avais parlé sur le plateau avec Michel Denisot, la volonté de créer un cercle un peu fermé d'une centaine de collaborateurs. Et je pense vraiment, c'est une stratégie. Si on arrive, et quand on arrivera à 100, c'est de fermer, Eh oui. de vraiment faire un club et d'optimiser les relations, de peut-être remplacer les collaborateurs avec qui il y a peut-être moins de liens, moins la volonté de construire quelque chose et de les remplacer par des personnes où il y aura plus de liens. Parce que j'attache énormément d'importance à la relation et au plaisir de la collaboration. Moi, j'ai besoin d'aimer les gens avec qui je travaille. Mhm. Sinon, ça ne marche pas. Et, et de prendre du plaisir au quotidien. Voilà, Oui, oui. donc c'est pour ça que je fais l'entreprise avec Manu et Maxime dont je te parlais tout à l'heure. Des gens que j'aime vraiment, avec qui je prends beaucoup de plaisir à travailler. Et on partage cette aventure. Et j'adore mes clients avec qui je travaille. J'ai des clients, ils ont dépassé le stade de clients. Ouais, c'est autre chose, une autre C'est autre relation. chose. Alors, c'est pas des amis, on reste une relation Mhm. professionnelle, mais Une il y a confiance, une toujours, cette telle notion. confiance, un tel Ouais. respect, un tel plaisir de Mhm. relation. Et c'est vrai aussi avec mes collaborateurs. Eh oui. Je les adore. Je suis hyper content de les avoir avec moi. Est-ce qu'il y a des projets à venir récents, d'ici peu ou... Ouais, on travaille sur un projet. Alors je sais pas s'il verra le jour, mais en tout cas, on a lancé la machine. On travaille sur un projet de crédit impôt recherche. Mhm. Donc, on a posé sur la table un projet de R&D, D'accord. un vrai projet de R&D interne, avec du sens derrière, un vrai besoin, dans un domaine qui me touche particulièrement, qui est le domaine de la santé. Et là, le dossier, on l'a construit, on l'a déposé au service des impôts, qui derrière sous-traite au ministère de la Recherche et de l'Enseignement pour vérifier la viabilité du sujet R&D tel Mhm. qu'il est entendu. Et puis si derrière on a la validation du CIR, bah, on va pouvoir lancer ce projet. Et ça, c'est un projet qui a un double sens. Premièrement, c'est de propulser Horizon dans une dimension quand même beaucoup plus élevée, parce que le CIR aujourd'hui, c'est un agrément assez précieux. Il est difficile d'être obtenu. Et souvent des grosses ESN qui l'ont, voilà, qui ont des grosses capacités d'investissement, qui ont des gros sujets internes. À notre taille, l'avoir, je pense que on propulse Horizon un peu dans une Mhm. autre dimension. Et on va pouvoir attirer de nouveaux clients. Parce que le crédit impôt recherche permet à des clients qui ont eux-mêmes des projets de R&D de venir réduire la facturation de l'ordre de 20 à 30% dès l'instant qu'ils intègrent les ressources Mhm. qu'ils prennent chez nous dans leur projet de R&D. Donc il y a un vrai argument aussi financier pour eux, et ça va soutenir également leur projet de R&D à eux. Puis après, le deuxième pan, c'est on l'espère, de développer un second axe pour Horizon, qui fait aujourd'hui de la prestation intellectuelle, de venir faire plutôt de l'édition de logiciels. L'un ne remplace pas l'autre, c'est vraiment deux sujets Mhm. qui peut-être pourraient être Complémentaire. complémentaires. Donc une nouvelle corde à notre arc. Oui, ça. Donc ça, c'est le projet de cette année, et on verra un peu comment ça évolue. Tu as du travail en C'est perspective. travail en perspective, beaucoup de travail en perspective. Jérôme, on arrive à la fin de cet échange. J'avais une dernière question. On est dans Portrait d'impact. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie pour toi l'impact, ou quelle notion tu as envie d'apporter comme impact dans ton quotidien, dans ta vie, dans ce que tu entreprends? Disons que l'impact, j'aurais tendance à te dire, c'est un petit peu ce que tu laisses derrière toi, c'est ce qui reste quand tu sors, c'est ce que les gens disent de toi. Après, moi, sur la partie impact, moi, j'ai pas la prétention de révolutionner quoi que ce soit. J'ai pas créé Horizon, ou je suis pas là pour donner des leçons. Euh, D'ailleurs, chez Horizon, on n'a pas de... J'en suis le dirigeant, mais j'en suis pas le directeur. J'aime pas cette notion de direction, cette notion de management vertical. J'aime pas dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Je suis plutôt là pour accompagner, créer du lien, faire les choses avec respect, peut-être montrer une façon de faire, peut-être un modèle, si c'est un modèle, et on essaie de faire les choses et de les faire bien. Et après, si ça influence positivement les gens, ça donne des idées, Mhm. même à une petite échelle, c'est super, mais c'est pas l'objectif. C'est pas ton objectif Non, premier. Ouais. pas l'objectif premier. Par contre, effectivement, dans l'impact, on essaye de prendre beaucoup de plaisir dans ce qu'on fait. Moi, j'aime pas trop ce côté où on sépare la vie perso et la vie pro, tu vois. Pour moi, il n'y a qu'une vie, et il est important de prendre du plaisir à tous les niveaux. Euh, D'être aligné. D'être aligné, ouais. D'être aligné,
Et pour parler d'humain, un petit peu, si on parle d'impact, moi je pense que l'humain, ça doit vraiment venir au centre de nos préoccupations principales. Une entreprise, elle devrait exister pour porter un projet plus grand que juste la vente de ses produits ou services et sa rentabilité. Alors, bien sûr, sa réussite économique, c'est sa préoccupation principale. Mais l'entreprise doit aller plus loin, notamment sur des sujets sociaux et environnementaux, la fameuse RSE. Elle doit le faire avec authenticité. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est trop dans un monde d'apparence, de fake. Il y a beaucoup d'entreprises, pour parler de la RSE, qui s'impliquent dans ce schéma-là parce que c'est tendance, parce qu'il faut cocher des cases de séduction, parce qu'elles veulent des labels, Oui, la notion mais de- sans vrai projet cohérent derrière. D'ailleurs, moi, il y a une contradiction qui me frappe dans notre métier, c'est qu'il y a des clients, pas forcément nos clients, mais des clients au sens global, qui nous demandent de signer des chartes d'équité, d'inclusion, de diversité, de lutte contre les discriminations, et qui en parallèle, elles référencent des plateformes de marketplace de freelance, Ouais. où le choix ressemble plus à une plateforme à la Tinder, où c'est la photo, je dis bien la photo, qui décide avant la compétence. Ouais. On fait appel à l'apparence, aux origines, au sexe, à l'âge, avant même la compétence. Là où on nous demande, nous, d'anonymiser les CV et de respecter nos engagements et nos chartes. Il y a une contradiction totale dans les outils, là. Enfin, dans les... Aberrante. Ouais. Et sous couvert d'économie. Et j'ai sous couvert d'économie parce que, en fait, on a ce côté client, il y a comment je pourrais dire ça? Il y a ces clients qui pensent que acheter un freelance en direct, ça coûte moins cher. Ou passer par une plateforme de freelance, de portage, ça coûte moins cher. C'est une aberration, c'est complètement faux. Nous, en une ESN, ça s'est un petit peu perdu, je trouve, dans le bruit ambiant des réseaux sociaux, du freelancing, etc. On a perdu un petit peu le sens de l'ESN. L'ESN, c'est une entreprise qui a un modèle extrêmement puissant. Nous, on n'apporte pas une compétence. On construit des carrières. On accompagne des clients. On construit une équipe autour d'un projet. On n'est pas juste un fournisseur comme un indépendant. On n'est pas juste un fournisseur d'une compétence. Nous, on apporte de l'assurance sur un projet. On assure les projets pour nos clients, pour nos collaborateurs. Bien sûr. On apporte une continuité de service. On apporte tout le risque. On gère tout le risque sur la partie contractuelle et juridique. On a un modèle qui est scalable. On peut apporter une ressource ou même toute une équipe autour d'un projet, de manière immédiate, de manière urgente. Et puis on apporte à nos clients achats des tarifs maîtrisés, négociés sur un certain volume avec des remises de fin d'année. Donc on n'est pas juste un fournisseur, nous on est un partenaire. Et on est un partenaire sur la durée. On n'est pas, moi j'ai tendance à le dire, on n'est pas un coup d'un soir, quoi. Notre client, nous on l'accompagne dans une logique quand même où la réussite du projet, elle détermine la suite de la relation. Et quand tu fais appel à un freelance en direct, ben en fait, je vais prendre un exemple peut-être qui sera plus parlant. Le client qui a 600 € de budget, il a deux choix. Il fait appel à une ESN qui va lui vendre une prestation, une expertise, au travers d'un salarié interne ou d'un freelance, peu importe. Mais il va le vendre à 600 €. Parce qu'on rentre dans les grilles. Parce qu'on négocie le prix du freelance pour rentrer dans les grilles. Et on apporte toutes les garanties des assurances qui vont derrière. Oui. Là où, choix numéro 2, le client peut faire appel à un freelance ou à une plateforme de portage de freelance. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait de ces 600 €? Ben, il les donne au freelance. Ça va quasiment tout dans la poche du freelance. Après, il paye ses frais de portage et parfois ses frais d'abonnement. Mais in fine, derrière, il a quasiment plus d'assurance. Ouais. Et tout le risque, il est porté par le client. Par le client, oui. Et donc, il y a cette aberration. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, sous Repenser couvert ça. d'économie. Ouais. C'est pas justifié. Moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier. J'ai jamais vu un freelance qui est vendu moins cher parce qu'il est porté quand nous, on le vend en mission. Et voilà, cette aberration-là, sur la partie RSE, elle est importante à soulever, je trouve. C'est un message que je souhaite faire passer. Une ESN, elle apporte des garanties. Elle apporte une assurance à nos clients. Et même quand on vend un freelance. Et le freelance, on l'accompagne aussi dans sa carrière. Il y a un vrai suivi. Tous nos freelances sont accompagnés. Oui, oui. Ils sont suivis, ils sont conseillés, ils Au sont même invités titre. à toutes nos soirées. Quand il Intégré. travaille avec nous, il est intégré comme s'il était salarié.
il y a un vrai suivi. Ouais, bien sûr. Voilà. Et une boîte de portage commerciale ne le fait pas. Ouais. Et tout ce message-là, il est porteur de sens pour moi. Il est important. On est là pour construire des carrières, construire des projets et accompagner nos clients dans la réussite de leurs projets. Eh bien, merci Jérôme d'avoir pris le temps de nous présenter Je t'en à la prie, fois c'est un plaisir. ta notion d'impact de société aussi, la notion d'entreprise, d'avoir une entreprise, qu'est-ce que ça veut dire dans l'humain. C'est ce que tu as bien remis en place dans cette émission, la communication aussi. Et merci pour ce partage et pour le partage de ton expérience. Un plaisir. Merci.